Quelle est cette blague? C'est ce que livre de blagues. Écoute celle-là, Lily. Elle va te tuer. Tout le monde pensait que The Monsters était juste une émission familiale stupide. Mais derrière ces rires se cachait un cauchemar que personne n'avait vu venir. Des acteurs s'effondraient quotidiennement à cause de la chaleur. Le personnel médical restait sur le plateau à plein temps. Et ce n'est même pas le pire. Une actrice était si malheureuse qu'elle pleurait entre les prises et avait besoin de médicaments sur ordonnance juste pour tenir le coup pendant le tournage. Elle priait littéralement tous les soirs pour que l'émission échoue afin de pouvoir s'échapper. Lorsque ses co-stars ont exigé sa libération, la production a été interrompue pendant 3 jours. Ce que CBS a enterré va absolument vous choquer aujourd'hui. 1964, CBS était difficulté. Le réseau qui régnait autrefois sur la télévision américaine commençait à perdre du terrain face à ABC. Pendant près d'une décennie, CBS avait été imbattable, dominant les audiences de 1955 au début des années 60. Mais maintenant naissante, les jeudis soirs à 19h30 s'échappaient. Et avec eux, des millions de téléspectateurs et les revenus publicitaires qui faisaient fonctionner le reste du réseau. Les dirigeants étaient désespérés. Ils tenaient de longues réunions stressantes tard dans la nuit, essayant de trouver quelque chose, n'importe quoi, qui captiverait à la fois les enfants et les adultes. Lors d'une de ces réunions, quelqu'un a même dit « Et si Frankenstein avait une famille ?» Ils ne plaisantaient pas. Ce dont ils avaient topé besoin, c'était d'une sitcom familiale, mais pas du même genre que les téléspectateurs avaient déjà vu une centaine de fois. Elle devait être nouvelle. Elle devait se démarquer. Mais, selon les recherches, tout ce qui concernait les monstres était considéré comme trop effrayant pour une émission familiale. Donc, prendre cette idée et la faire fonctionner était un pari énorme. S'il réussissait, l'émission pourrait atteindre jusqu'à 30 millions de téléspectateurs par semaine. S'ils échouaient, cela pourrait faire chuter toute leur programmation d'automne. CBS s'est donc tourné vers 2 hommes qui avaient déjà créé l'une des familles américaines les plus aimées à la télévision. Joe Connolly et Bob Mosher, les auteurs de Leave It to Beaver. Cette émission s'était terminée l'année précédente après 234 épisodes qui définissaient pratiquement ce que signifiait être une sitcom américaine saine. Les dirigeants de CBS ne les voulaient pas seulement, ils avaient besoin d'eux. Mais au lieu de donner au réseau une autre famille de banlieue bien propre, Connelly a renversé l'idée. Il a dit « Et si les monstres étaient les normaux et que tous les autres étaient étranges? » Au début, Universal Studios a détesté ça. Ils ont rejeté le projet 3 fois, le qualifiant de trop bizarre, trop risqué et complètement décalé par rapport à l'Amérique grand public. Mais quelque chose a changé lorsqu'ils ont montré l'idée à un groupe d'enfants. Au lieu d'avoir peur, les enfants ont ri. Ils pensaient que les monstres étaient drôles. Ce seul test a tout changé. Et avril 1964, le projet a été approuvé. Mais ce qui a suivi était loin d'être facile. Fred Gwynne, qui jouait Herman Munster, a vite découvert que le costume était plus une punition qu'un uniforme. Sa journée commençait avant le lever du soleil. Il arrivait vers 5h30 du matin et restait assis pendant 2 heures de maquillage avant d'enfiler une tenue de 22 kilos. Les bottes avaient des semelles faites de pavés d'asphalte, ajoutant 10 cm à sa taille. La coiffe était si lourde qu'elle a causé des dommages durables à son cou. Il avait besoin de physiothérapie et d'analgésiques juste pour tenir le coup pendant la journée. L'un des premiers jours de tournage, il s'est évanoui à cause de la chaleur. Après cela, les médecins devaient vérifier son pouls et sa tension artérielle après presque chaque prise. Il transpirait tellement qu'il buvait jusqu'à 22 litres de limonade par jour et perdait quand même 4,5 kilos pendant la première saison. Parfois, l'équipe devait utiliser des tuyaux d'air pour le refroidir entre les scènes parce que les ventilateurs ordinaires ne fonctionnaient pas. Et même avec tout ça, il a qualifié le rôle de chien, un travail qu'il n'a accepté que pour l'argent. Il était payé 200 000 $ par an, mais ce que cela lui a coûté physiquement était bien pire. Au moment où l'émission s'est terminée 1966, ses problèmes de dos étaient permanents, et Gwynne n'était pas le seul à souffrir.
Le processus de maquillage pour l'ensemble de la distribution prenait plus de 8 heures par jour. Al Lewis, qui jouait grand-père, restait assis pendant 3 heures et demie chaque matin pour se faire peindre des rides et des taches de vieillesse sur le visage, une par une. Yvonne Day, Carlo, jouant Lily Monster, devait être recouverte d'un maquillage corporel gris qui fondait sous les lumières du studio, jusqu'à ce qu'une formule imperméable soit inventée juste pour elle. Le budget de maquillage à lui seul dépassait 50 000 $ par épisode, plus que le coût total de certaines autres émissions. Se démaquiller n'était pas beaucoup mieux. Il devait utiliser des produits chimiques agressifs qui causaient des éruptions cutanées et des réactions allergiques. D. Carlo a même eu besoin de traitements médicaux pour des problèmes de peau pendant la 2e saison. Avec le temps, les retards de maquillage sont devenus si graves qu'ils ont repoussé le tournage de plusieurs heures, coûtant des milliers de dollars à Universal. Et cela se produisait presque tous les jours. Entre eux, les acteurs ont passé plus de 500 à 600 heures dans des fauteuils de maquillage. Ce seul chiffre montre combien de douleurs étaient cachées derrière tout le charme ringard. Même le décor était brutal. La célèbre Monster Mansion, 1313 Mockingbird Lane, a été construite sur le terrain d'Universal, mais il n'y avait pas de climatisation. La chaleur de toutes les lumières du studio donnait l'impression d'être dans un four. Les températures dépassaient souvent les 38 degrés C. Les scènes de sous-sol ont été filmées dans un faux décor souterrain qui donnait aux acteurs l'impression d'être enfermés et claustrophobes. Quelques guest stars ont même eu des crises de panique. Ensuite, il y avait les machines à brouillard. Elles étaient utilisées pour créer des effets effrayants, mais elles remplissaient le décor de brume chimique. Fred Gwynne devait utiliser un nébuliseur parce que le brouillard était si mauvais qu'il lui donnait des problèmes respiratoires. Yvonne Carlos s'est foulé la cheville trébuchant sur le célèbre escalier raide qui avait été construit à un angle étrange juste pour obtenir de meilleures prises de vue. Et quelque part sur le terrain, Universal gardait des caméras cachées marches, filmant secrètement les acteurs pendant les pauses entre les prises, des moments qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de montrer au public. Tout cela semble irréel, mais ça ne fait qu'empirer. Les acteurs étaient légalement interdits de parler de quoi que ce soit. Leur contrat incluait des clauses de confidentialité pour protéger l'image joyeuse de l'émission. Pendant ce temps, les températures continuaient d'augmenter. Un jour de 1965, la chaleur a atteint 43 degrés C. Le tournage a été retardé, mais pas annulé. Ils ont juste continué. Les machines à brouillard continuaient de fonctionner. Les lumières continuaient de brûler. Les acteurs continuaient de transpirer. Dans les coulisses, le personnel médical était à tente. Des perfusions intraveineuses étaient utilisées pour la réhydratation. Et les demandes d'indemnisation des accidents du travail pour les blessures et les maladies étaient discrètement classées et scellées pendant des décennies. Ce n'étaient pas que des plaintes, c'était grave. Problèmes de dos, problèmes respiratoires, déshydratation. Gwynne a perdu 4,5 kilos. D'autres se sont effondrés. Certains membres de l'équipe ont subi des chocs électriques mineurs à cause des installations d'éclairage surchargées qui consommaient plus d'énergie que de nombreux films. Ce n'était pas un décor, c'était un autocuiseur. Et puis, il y avait les effets spéciaux. Pour une sitcom, dans les années 1960, les monstres ont fait l'impossible. La transformation de grand-père chauve-souris. Elle nécessitait des câbles et des effets de pratique qui échouaient plus de la moitié du temps. Certaines scènes saines devaient être refaites 20 fois juste pour bien faire les choses. Les effets sonores n'étaient pas montés plus tard. Ils étaient exécutés direct et temps réel, ce qui signifiait que si quelqu'un se trompait dans le timing d'une porte qui grince ou d'un coup de tonnerre, toute la prise était ruinée. C'est arrivé souvent. Les opérateurs de caméra devaient travailler dans l'obscurité quasi totale pour obtenir le bon éclairage effrayant, ce qui a entraîné des accidents. Un trépied s'est effondré en 1965 et a blessé un membre de l'équipe.
Les installations d'éclairage utilisaient plus de 100 ampoules spécialisées. La consommation d'électricité par épisode était hors norme. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, à travers tout ce chaos, ils ont quand même réussi à terminer chaque épisode à temps. Mais cela a eu un coût. Derrière chaque rire se cachait l'épuisement. Derrière chaque scène se trouvait une équipe de studio travaillant dans la sueur, les blessures, les dépressions et la peur de l'échec. Personne ne le savait à l'époque, mais ce qu'ils faisaient serait plus tard étudié par des chercheurs comme un cas de stress professionnel et de mauvaises conditions de travail. Le soir de la première diffusion de The Monsters, tout était au bord de l'effondrement. L'épisode pilote Monster Masquerade était censé présenter à l'Amérique une nouvelle famille étrange, mais dans les coulisses, c'était le chaos. La version finale a été livrée quelques heures seulement avant sa diffusion. Les gens ont littéralement couru avec la bobine du film jusqu'à CBS priant pour qu'elle n'arrive pas trop tard. Certains dirigeants voulaient l'annuler sur le champ. Ils pensaient que l'émission était tout simplement trop bizarre, trop effrayante, trop excentrique pour les familles américaines, toujours accrochées à Leave It to Beaver. Ils imaginaient des appels téléphoniques colères et ils n'avaient pas tort. Dans les 30 minutes suivant la première, plus de 500 appels de réclamation ont inondé CBS. La plupart provenaient de parents furieux que leurs enfants regardent The Monsters à l'heure du dîner. Et juste au moment où les choses ne pouvaient pas empirer, dans plusieurs villes, le générique d'ouverture a été diffusé à l'envers. Le public ne savait pas s'il s'agissait d'une erreur ou d'une partie bizarre de l'émission. Et pourtant, 18,5 millions de personnes l'ont regardé ce soir-là. C'est un quart de tous les foyers américains, elle est instantanément devenue l'un des plus grands débuts de 1964. Et d'une manière ou d'une autre, tout le chaos est devenu partie intégrante du charme. L'épisode montrait les monstres remportant un concours de costumes simplement se présentant tels qu'ils étaient. Une petite blague tranquille qui se moquait de toute l'idée de la normalité. Ce premier épisode noir et blanc a transformé une catastrophe, une sensation nationale. L'épisode pilote original couleur, qui n'a jamais été diffusé, n'est jamais arrivé à la télévision. Mais la version qui a été diffusée est celle qui est restée. Ce n'était pas juste une comédie de monstres stupides. Elle puisait dans l'étrangeté qui bouillonnait sous l'image parfaite de la banlieue américaine. Au plus fort des tensions liées aux droits civiques, voici une émission qui murmurait doucement. Peut-être que la différence n'est pas si mauvaise après tout. Mais les monstres n'étaient pas la seule famille effrayante du quartier. Une semaine plus tôt, The Addams Family avait été diffusé pour la première fois sur ABC. Et soudain, les réseaux se sont retrouvés avec une bagarre de monstres entre les mains. Tous les jeudis à 19h30, CBS opposait The Monsters directement à ses rivaux. Ce n'était pas accidentel. Des mémos internes ont révélé plus tard que CBS savait exactement ce qu'elle faisait. À la fin de l'année, The Monsters étaient partout. Ils ont rapporté plus de 10 millions de dollars produits dérivés. Pensez aux jouets, aux costumes, aux disques. Cela représenterait environ 80 millions de dollars aujourd'hui. Pourtant, même avec tout ce succès, la bulle a éclaté rapidement. 2 ans plus tard, les 2 émissions ont été annulées. Batman était arrivé force avec la couleur, l'action et un nouveau genre de camp, volant du coup l'audience plus jeune. Mais ce que les audiences ne montraient pas et ne montraient pas, c'était à quel point Hollywood était divisé au sujet de The Monsters. Certains critiques l'adoraient, d'autres la détestaient absolument. Le New York Times l'a qualifiée de pire chose jamais montrée à la télévision. TV Guide, revanche, l'a classée parmi les meilleures. Les églises l'ont critiquée. Les groupes de parents ont essayé de la boycotter. Certaines filiales de CBS dans la Bible Belt ont refusé de diffuser des épisodes. Les choses sont devenues si tendues que CBS a dû menacer les stations de rupture de contrat pour les forcer à continuer à la diffuser. Sur le plan international, certains pays n'ont même pas acheté l'émission. Au Moyen-Orient, des responsables ont déclaré qu'elle promouvait l'imagerie monstrueuse et ont refusé de la laisser diffuser. Pourtant, malgré tout cela, l'émission a tout de même obtenu une nomination au Golden Globe 1965. C'était une étrange marque d'honneur,
une émission qualifiée de grotesque, boycottée, interdite, mais toujours célébrée par l'industrie. Et sous toute la comédie, il y avait des moments qui repoussaient discrètement les limites. Comme lorsque Herman Munster a prononcé un discours sur le fait de traiter tout le monde de la même manière, peu importe son apparence. Ce n'était pas juste du remplissage de sitcom, c'était un message caché à la vue de tous. Pendant ce temps, l'engouement pour les monstres a explosé. Les ventes de costumes d'Halloween ont augmenté de 400% en 1964. L'apparence de Frankenstein d'Herman a même dépassé les ventes de sorcières et de fantômes. La chanson thème « Just a Funky Instrumental » s'est classée 61e au Billboard Hot 100, se vendant à plus de 100 000 exemplaires. Le courrier des fans arrivait à un rythme de plus de 10 000 lettres par semaine, submergeant CBS. Les enfants voulaient être comme Eddie. Les adultes adoraient la satire. Des milliers de touristes ont commencé à se rendre aux Universal Studios, juste pour apercevoir la maison au 1313 Mockingbird Lane. Mais tout le monde n'appréciait pas le voyage. Beverly Owen, qui jouait Marilyn Monster, s'effondrait tranquillement. Elle n'avait que 22 ans. Elle avait quitté New York et son fiancé raison d'un contrat brutal de 5 ans. Tous les soirs, elle priait pour que l'émission échoue. Elle n'exagérait pas. Elle se mettait littéralement à genoux et murmurait « S'il te plaît, Dieu, fais que ça échoue pour que je puisse rentrer à la maison. » Sur le plateau, elle pleurait entre les prises. Son maquillage était souvent ruiné. Le tournage devait s'arrêter pendant 45 minutes à la fois pendant qu'elle essayait de se ressaisir. Yvonne Descarlo et le reste de la distribution ont regardé ça se produire. C'est devenu si grave qu'Owen s'est vu prescrire secrètement du Valium. Elle a commencé à perdre du poids, 7 kilos de moins, au moment où elle a terminé ses 13 épisodes. Lorsque vous regardez à nouveau les premiers épisodes et que vous voyez son regard distant ou ses yeux larmoyants, ce n'était pas du jeu d'acteur. C'était un chagrin d'amour capturé par la caméra. Puis, quelque chose de presque inouï s'est produit. Fred Gwynne et Al Lewis sont entrés dans le bureau des producteurs et ont exigé sa libération. Ils n'ont pas demandé, ils ont exigé. Pendant plus de 2 heures, ils se sont disputés. À un moment donné, Lewis a frappé du poing sur le bureau. « Vous êtes en train de détruire la vie de cette fille pour une putain d'émission de télévision », a-t-il crié. La sécurité a été appelée. Gwynne a menacé de démissionner. Lewis a dit qu'ils emmèneraient toute la distribution avec eux. La production s'est arrêtée pendant 3 jours. Le retard a coûté 45 000 $, soit près de 400 000 $ aujourd'hui. CBS a résisté. Il payait Owen un 200 $ par épisode et ne voulait pas la perdre. Alors que l'émission attirait 25 millions de téléspectateurs chaque semaine, la pression a fonctionné. Owen a finalement été libéré. Ce qui a suivi a été un changement soigneusement orchestré. Pat Priest a été amenée. Elle avait exactement la même taille qu'Owen, le même type de corps, et portait même la même pointure de chaussures, 38, de sorte qu'aucun des 28 costumes déjà taillés n'a dû être modifié. Lorsque l'équipe est arrivée le jour de la transition, elle n'avait aucune idée. Des murmures confus ont retardé le tournage de plus d'1 heure. Pour que tout reste discret, CBS a détruit plus de 500 photos promotionnelles mettant vedette Owen. Ils ont dépensé 10 000 $ pour tout refaire un week-end. Ils ont même monté des rediffusions pour couper 40% de son temps d'écran, remplaçant par des gros plans de Priest utilisant les premières astuces d'écran vert. Ensuite, ils ont transmis une fausse histoire à la presse, quelque chose à propos d'une urgence familiale soudaine dans l'Ohio. C'était un mensonge, mais ça a fonctionné. La plupart des fans n'ont jamais remarqué le changement. Dans les coulisses, cependant, le départ d'Owen a déclenché une vengeance. Des producteurs furieux l'ont mise sur liste noire. Dans des appels à au moins 15 directeurs de casting, ils l'ont qualifiée d'instable, de peu fiable, voire de dangereuse. Son agence l'a laissé tomber. Les auditions se sont taries. Elle a perdu des rôles dans des émissions comme Bewitched et Gilligan's Island. Même un spectacle de théâtre dans la ménagerie de verre a été annulé après des avertissements anonymes. Elle a postulé pour 22 emplois de voix off 1965 et 1966.
chacun d'entre eux l'a refusé. Pendant ce temps, Yvonne DeCarlo avait autrefois régné sur le grand écran. Elle a joué des reines et des tentatrices, s'est tenue aux côtés de Charlton Hatch dans les 10 commandements et était connue à Hollywood comme l'une des étoiles les plus brillantes d'Universal. Mais au début des années 1960, son monde s'écroulait. 1962, son mari a été écrasé sous un train pendant le tournage de La Conquête de l'Ouest. Il a perdu sa jambe et a failli perdre la vie. Les médecins l'ont sauvé, mais les factures d'hôpital ont dépassé les 200 000 $. Le genre d'argent qui pourrait enterrer même les familles les plus prospères. Yvonne a hypothéqué sa maison, vendu ses bijoux et a vu sa vie glamour se transformer une lutte quotidienne pour survivre. Lorsque le rôle de Lily Munster lui a été offert en 1964, cela ne ressemblait pas à une victoire. Cela ressemblait à une capitulation. Son agent l'a averti de ne pas le faire. La télévision, particulier une comédie de monstres, était considérée comme une énorme régression pour quelqu'un qui avait l'habitude d'orner des épopées technicolores. Mais Yvonne avait besoin d'argent. Elle a accepté le travail et elle a caché autre chose. Elle était secrètement enceinte de 3 mois de son deuxième fils lorsque le tournage a commencé. Elle savait que si les producteurs le découvraient, ils la remplaceraient, alors elle l'a gardé secret. Elle se présentait tous les jours, portait d'épaisses couches de maquillage vert, restait assise pendant des heures sur la chaise sans broncher et souriait aux caméras, tout portant le poids d'un bébé et d'un cauchemar financier. Ce désespoir se voyait dans les coulisses. Elle ne sortait pas de sa loge lorsqu'on l'appelait. Certains jours, l'équipe attendait pendant des heures, gaspillant budget et patience. Ses co-stars Fred Gwynne et Al Lewis ne toléraient aucun comportement de diva. Ce n'étaient pas des vétérans d'Hollywood. C'étaient des acteurs new-yorkais coriaces qui considéraient ce travail comme un travail, pas comme un fantasme. Un jour, ils ont craqué. Des mots ont été échangés. Les voix se sont élevées. Yvonne, furieuse, a jeté une boîte de maquillage directement sur la poitrine de Gwynne. Il n'a pas été blessé, mais tout le monde a été choqué. Après cela, le studio a dû assigner quelqu'un juste pour surveiller sa porte et signaler si elle sortait à l'heure. Ce n'est que lorsque les producteurs ont menacé de la renvoyer qu'elle a reculé. Mais quelque chose a changé. Gwynne a admis plus tard qu'il avait douté d'elle au début, mais après cette explosion, le respect a grandi. Ils ont trouvé un rythme. La tension s'est estompée et l'émission a commencé à fonctionner. Mais ce n'était pas le seul secret. Pendant des années, DeCarlo avait menti sur son âge pour continuer à obtenir des rôles. Elle avait 41 ans lorsque le tournage de The Munsters a commencé, ce qui la rendait 8 mois plus âgée que l'homme qui jouait son père dans l'émission. Al Lewis avait 40 ans, mais son maquillage le faisait paraître vieux. Le sien devait faire le contraire. Elle passait jusqu'à 3 heures sur la chaise chaque matin juste pour paraître plus jeune. Personne ne s'est rendu compte jusqu'à ce que les formulaires d'assurance des années 70 révèlent sa véritable date de naissance. Soudain, les tabloïds se sont régalés. Lyle Munster était plus âgé que grand-père, plaisantait-il. Al la taquinait à ce sujet sur le plateau aussi, mais Yvonne riait plus tard dans les interviews. Pourtant, la vérité piquait. Elle avait passé des années à se battre contre des rôles qui la qualifiaient de trop vieille, et elle n'avait même pas 50 ans. Même avec un chèque de paie régulier de la télévision, les choses étaient serrées. Le procès pour accident contre MGM s'éternisait, et la plupart de ses revenus s'évaporaient frais juridiques. Elle gagnait 500 $ par épisode, et avec 70 épisodes au total, cela aurait dû ressembler à une bouée de sauvetage. Mais une fois qu'elle a payé les avocats, entretenu la maison et élevé ses 2 garçons, il ne restait presque plus rien. Les week-ends, elle travaillait secrètement dans un grand magasin à Beverly Hills, vendant des cosmétiques juste pour gagner un peu plus. Elle portait des lunettes de soleil et espérait que personne ne la reconnaisse. Une fois, quand l'argent s'est vraiment gâté, elle a vendu des bijoux de famille d'une valeur de 50 000 $ pour couvrir les factures. La distribution a remarqué qu'elle était tendue, parfois abrupte.
Mais une fois qu'ils ont compris ce qu'elle traversait, le jugement s'est adouci. Ce n'était pas seulement une étoile filante avec un ego. C'était une mère qui se battait pour maintenir sa vie ensemble. Au même moment, CBS a pris une décision qui a presque condamné l'émission. La télévision couleur devenait la nouvelle norme, et des rivaux comme Bewitched diffusaient déjà couleur. The Monsters avait même un épisode pilote vibrant et coloré tourné Technicolor. Mais CBS ne voulait pas dépenser les 10 000 $ supplémentaires par épisode. Même s'ils avaient un budget de 2 millions de dollars, ils ont affirmé que le noir et blanc était un choix artistique, un clin d'œil au film de monstres classiques, mais des mémos privés ont révélé que c'était juste une façon d'économiser de l'argent. Les téléspectateurs qui ont vu The Color Pilot lors des premières projections l'ont adoré, mais le réseau les a ignorés. Cette seule décision a coûté à l'émission des milliers de fans potentiels et beaucoup pensent qu'elle a contribué à l'annulation après seulement 2 saisons. Ce n'était pas seulement la couleur. Les budgets du maquillage et des costumes ont également été réduits. Le costume massif de Frankenstein de Fred Gwynne n'a pas été nettoyé pendant des semaines, ce qui a entraîné une vilaine infection qui l'a renvoyé chez lui malade. Al Lewis et Beverly Owen ont dû acheter leur propre fourniture. Les perruques de Dee Carlos, importées de Paris, sont devenues un sujet brûlant. Elles coûtaient plus cher que les costumes de 3 autres membres de la distribution combinée. Et les dirigeants de CBS n'étaient pas contents. Lors d'une réunion budgétaire, ils ont explosé au sujet des 15 000 $ de dépenses perruques. À l'été 1965, la tension était si forte que Dee Carlo a même menacé de démissionner. Ses bottes tombaient de morceaux, le maquillage irritait sa peau, et les longues heures sous les lumières de scène chaude, sans climatisation, ont poussé tout le monde à bout. Même le décor était dangereux. Il avait été construit avec des matériaux bon marché pour économiser 20 000 $, et les raccourcis qu'ils ont pris ont failli coûter des vies. Un jour, un mur a cédé et s'est effondré pendant le tournage. Il a à peine manqué le jeune Butch Patrick et a cassé le bras d'un membre de l'équipe. Le câblage électrique était une catastrophe. Des incendies se sont déclarés 3 fois 2 saisons, l'un d'eux détruisant des accessoires de valeur. Les mesures de sécurité ont été ignorées jusqu'à ce qu'une poutre écrase presque un caméraman. À la fin de la saison 2, l'OSHA avait un dossier rempli de violations. Ils ont qualifié le décor de bombe à retardement. Ce n'est pas seulement ce qui s'est passé à l'écran qui a rendu la vie difficile. Hors écran, les acteurs étaient censés se rendre eux-mêmes à des endroits éloignés. Il n'y avait pas de service de transport. Yvonne conduisait sa Cadillac 80 km aller-retour chaque jour. La restauration a été complètement abandonnée après la première saison. La distribution devait emporter son propre déjeuner. Un jour, ils ont organisé une grève de la faim et ont interrompu le tournage pendant 2 heures. CBS a même facturé aux acteurs l'utilisation des téléphones de la loge, 25 cents la minute. Et Fred Gwynne a une fois reçu une facture de téléphone de 500 $. Avec le temps, le paiement a été régulièrement refusé. Et Al Lewis a finalement poursuivi et récupéré son salaire impayé. Butch Patrick a dû payer de sa poche une éruption cutanée causée par son maquillage parce que le studio a refusé de la couvrir. Le moral a baissé. Des membres de l'équipe sont partis. L'argent économisé prenant des raccourcis n'était pas beaucoup, peut-être 50 000 $. Mais cela leur a coûté la bonne volonté des personnes même qui ont rendu l'émission possible. Et pourtant, même après tout cela, CBS a presque tout gâché. Lorsque The Monsters a été annulé en 1966, ils ont envisagé de vendre les droits de syndication pour seulement 500 000 $. Cet accord a failli être conclu. À la dernière minute, quelqu'un a débranché la prise. Il s'est avéré que c'était la chose la plus intelligente qu'ils aient jamais faite. Les rediffusions ont connu une popularité explosive. 1980, la syndication avait rapporté plus de 100 millions de $. Les accords de marchandisage, qui étaient initialement vendus pour quelques centimes, ont rapporté des millions aux entreprises de jouets. Une entreprise à elle seule a vendu un demi-million de poupées, Herman Monster.
Les marchés internationaux que CBS avait autrefois ignorés, comme le Japon et le Royaume-Uni, ont finalement obtenu l'émission des années plus tard, mais juste à temps pour encaisser la vague mondiale de la manie des monstres. Ce qui a rendu les choses encore plus chaotiques, c'est la confrontation inattendue entre monstres qui s'est déroulée dans les coulisses. The Monsters n'était pas la seule famille effrayante à la télévision 1964. ABC avait son propre rival, The Addams Family. Les deux émissions ont été lancées le même mois, et dès le premier jour, c'est devenu une guerre sale. CBS a joué dur. Ils se sont assurés que The Monsters soit diffusé même temps que The Addams Family sur les marchés clés, ce qui a immédiatement attiré les téléspectateurs. Puis, ils sont allés encore plus loin. Des documents internes ont révélé plus tard que CBS avait répandu des rumeurs sur la distribution de The Addams Family. Ils ont planté de fausses histoires dans des magazines de divertissement, dont une disant que Carolyn Jones était instable et que le décor de The Addams Family était hanté. Les annonceurs ont paniqué. CBS a même accordé des rabais spéciaux sur d'autres émissions à succès comme Gilligan's Island aux sponsors qui acceptaient de ne pas soutenir The Addams Family. Cette initiative agressive a coûté à ABC un demi-million de dollars quelques mois seulement. Les choses sont devenues si graves que les membres de la distribution des deux émissions ont eu l'interdiction d'être vus ensemble public. Lorsqu'une photo de Fred Gwynne et John Aston a fait surface lors d'une soirée hollywoodienne, cela a provoqué un petit scandale. CBS a encore renforcé ses règles. Des initiés de l'industrie ont déclaré plus tard que cela ressemblait à du sabotage politique. Des coups bas tout droit sortis de Washington. Finalement, ABC a intenté une action justice accusant CBS de tactiques déloyales. L'affaire a été réglée à l'amiable, mais le mal était fait. La popularité de The Monsters a eu un coup. Épuisée par les constantes batailles dans les coulisses, l'émission a été annulée 1966, juste au moment où la guerre des monstres atteignait son apogée.